OK. Oui, alors bonjour, bonsoir, selon l'endroit où vous vous situez dans la planète. Donc, c'est la petite conférence du Québec. Alors, cette conférence qui a pour objectif de vous présenter comment la pleine conscience intuitive favorise l'éveil dans toutes les dimensions de l'être. Alors, mon nom est Sylvain Bélanger, je présume que vous me connaissez puisque cette invitation s'est adressée uniquement aux gens qui font partie du mailing list de, du site thérapieинtuitive.com ou développementconscience.com ou encore de l'écouteimaginaire.com. Donc, cette petite conférence, finalement, c'est la troisième conférence dans un laps de temps assez court que j'ai présenté, qui avait pour objectif, donc, la première conférence de vous présenter la dimension énergétique davantage, le volet santé énergétique de la pleine conscience intuitive. La deuxième conférence avait plutôt pour objectif de vous présenter le volet psycho-émotionnel. Et cette conférence-là, donc, aura pour objectif de vous présenter davantage le volet spirituel. Donc, l'idée, c'était justement de vous montrer que la pleine conscience intuitive peut s'adresser, s'appliquer à ces trois grandes sphères-là et de quelle façon que ça pouvait se faire. Donc, aujourd'hui, c'est l'objectif de vous présenter finalement de quelle façon que l'on peut travailler et favoriser l'éveil par la pleine conscience intuitive. Et donc, je vais vous présenter des éléments de tout ça. Alors, mon nom est Sylvain Bélanger, donc je pratique depuis 25 ans, j'enseigne depuis environ 15 ans. Et je suis également auteur de plusieurs ouvrages. Je suis dans le domaine de la thérapie intuitive. Je suis en train de travailler sur un gros projet qui va justement avoir un objectif de présenter en quelque sorte toute cette notion de l'éveil en définissant les 49 principaux états de conscience que l'on retrouve dans la pleine conscience intuitive. Il y aura donc un jeu de cartes qui va venir avec ça. Il y aura donc également des ouvrages aussi qui vont vous présenter justement l'utilisation de la pleine conscience intuitive avec des outils. Alors, il y aura donc des outils qui seront concrets, qui sont comme un jeu de cartes, par exemple, qui vont vous être proposés pour favoriser la pleine conscience intuitive, puisque l'objectif que je me suis donné, en fin de compte, c'était de définir, en fin de compte, de donner un genre de processus conscient permettant de développer un langage intuitif. Alors, les outils que je propose auront pour objectif donc de développer ce langage intuitif. Et je vais donc publier dans les prochains mois, prochaines années sans doute aussi, des produits qui ont cet objectif-là, donc de vous aider à développer ce langage intuitif de la pleine conscience intuitive. Donc, pour cette conférence-ci, évidemment, la première question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que l'éveil? Moi, j'ai donc un certain âge, j'ai 55 ans, et c'est certain qu'à travers mon cheminement de vie, cette relation que j'ai avec l'éveil s'est développée, puisque l'éveil n'est pas quelque chose de figé. Selon l'étape de notre vie, selon l'âge, etc., on évolue et on progresse et on regarde ce processus de l'éveil avec des yeux différents, puisque l'éveil, évidemment, c'est un processus que l'on effectue, tous les êtres humains effectuent. À des degrés différents. C'est-à-dire que, par exemple, il y a des gens qui s'éveillent à leur corps physique et qui décident de reconnaître que leur corps physique a besoin d'un certain nombre de choses pour être bien. C'est une forme d'éveil. Alors, quand on parle d'un éveil spirituel, bien évidemment, on parle de quelque chose de plus large, mais je veux faire comprendre que l'éveil, c'est donné à tous. Tout le monde est dans un processus d'éveil à des degrés différents. Et que l'éveil n'est pas quelque chose de théorique aussi, c'est quelque chose qui se passe à travers l'expérience. Et c'est là que la pleine conscience intuitive devient très intéressante, parce qu'actuellement, on peut souvent facilement, avec la somme d'informations qui est accessible actuellement par l'Internet et tout ça, on peut facilement tomber dans le monde théorique et intellectuel en se disant ça j'y crois pas, mais on reste dans le monde des croyances. Et l'expérience de l'éveil n'est pas une expérience associée donc à la croyance. C'est une expérience expérimentale. C'est quelque chose que l'on vit de l'intérieur à travers justement un éveil. Et ça, c'est très important de bien faire la différence entre une connaissance théorique où on se dit, par exemple, éveillé parce qu'on a comme pris conscience de choses intellectuellement parlant et l'expérience de l'éveil qui, elle, est davantage en relation avec notre corps et avec nos trois modes de communication principaux, le sens visuel, le sens auditif et le sens sensitif. Alors, c'est déjà important de bien cerner ça. Alors, qu'est-ce que l'éveil? Bien évidemment, l'éveil, c'est une expérience qui nous amène du jour au lendemain, on va dire ça comme ceci, à une transformation de regard sur notre vie, parce qu'on arrive à ressentir, voir ou entendre en dedans de soi quelque chose qui a élargi notre conscience. Et cet élargissement de la conscience va me permettre donc de pouvoir poser un regard sur quelque chose que je n'avais pas vu jusqu'à maintenant. Alors, ça pourrait paraître ésotérique ce que je viens de vous dire, mais quand on comprend maintenant qu'avec la physique quantique, on a reconnu
qu'il existe un univers parallèle au nôtre, qui n'est pas visible à l'œil nu, mais qui existe, c'est-à-dire que dans l'espace dans lequel je suis présentement et dans l'espace dans lequel vous êtes, il y a un univers qui existe, qui est là, qui est présent, qui est plein d'influx, d'informations qui circulent, mais que je ne vois pas parce que mes yeux ne sont pas capables d'enregistrer cet univers-là, parce que cet univers-là, les particules vont plus vite que la lumière. Alors, quand on commence à comprendre ça, on commence à comprendre que l'éveil, sans doute que c'est une capacité que j'ai à m'éveiller à ce que je ne vois pas, ce que je n'entends pas, ce que je ne ressens pas consciemment, et donc de développer une compréhension de cette dimension subtile. Et c'est ça qui va finalement consister à être l'éveil. Et la pleine conscience intuitive donne énormément d'outils pour arriver à ça, puisqu'évidemment, tout l'entraînement de la pleine conscience intuitive consiste à nous rendre conscients de ce monde subtil-là et de lui donner de plus en plus de moyens pour l'explorer d'une façon expérimentale. Et comme je disais tout à l'heure, c'est très important que ça se passe à travers une démarche expérimentale, l'éveil, la pleine conscience intuitive, parce que quelque part, sinon, ça ne serait que de la théorie et ça serait un petit peu dommage de pouvoir simplement se limiter à de la théorie, alors que l'expérience de l'éveil, c'est vraiment quelque chose d'expérimental. Donc, ça, c'était pour qu'est-ce que l'éveil. Puis, je dirais deux choses aussi. On peut certainement dire que l'éveil va se faire à travers deux processus fondamentaux qui touchent l'être humain dans sa globalité, tel que tout être humain passe par ce cheminement-là. Je cite ça comme deux niveaux importants que je vais vous présenter, la résonance limitative et la résonance expansive. Alors, la résonance limitative, c'est moi qui n'ai pas encore compris quelque chose de la vie. Et quand je n'ai pas compris quelque chose de la vie, qu'est-ce que je fais? Je vais le répéter, je vais le répéter et je vais le répéter. Non pas parce que je le veux, non pas c'est moi qui décide de répéter l'expérience. C'est la loi de l'univers, c'est l'univers qui comprend que je n'ai pas encore compris, tout simplement parce que ce que j'émets en tant que champ énergétique informe l'univers que je n'ai pas compris et l'univers va me mettre sur mon chemin des expériences de vie qui vont m'obliger à répéter, tant et aussi longtemps que je ne serai pas parvenu à intégrer la transformation. Donc, la résonance limitative, c'est donc basé sur le principe de répétition. Et on a tous déjà vécu ce genre d'expérience où on s'est dit, mais merde, je me semble que je revis toujours la même chose. Donc, l'expérience de la résonance limitative, c'est vraiment ça. C'est cette répétition qui m'oblige avec le temps à devenir de plus en plus conscient d'un processus inconscient qui m'inhibe. Et j'arrive donc avec le temps à l'intégrer, à le comprendre, à faire la paix avec certains rejets ou certains conflits que j'ai en dedans de moi pour arriver à trouver une plus grande harmonie dans mon être. Et maintenant, la résonance expansive, c'est cette capacité que j'ai de commencer à accéder à des niveaux de conscience supérieurs parce que j'ai compris des choses, parce que mon champ énergétique a changé, que j'ai pu faire la paix avec certaines facettes de moi. Ben à ce moment-là, mon champ énergétique va élever son niveau d'organisation, sa capacité à se synthétiser à des niveaux de conscience supérieurs. Et là, à ce moment-là, on va donc vraiment faire un travail d'éveil, puisque l'éveil va nous permettre donc de voir notre vie avec un regard différent, parce qu'on va intégrer le niveau de conscience, un nouveau niveau de conscience qui va nous amener au niveau énergétique, à avoir un niveau d'organisation plus important au niveau de notre santé, mais également au niveau psycho-émotionnel, avoir une vision plus organisée, plus claire, plus nette et plus précise de ce qu'est la vie. Donc ça, c'est un petit peu la définition que je peux vous donner concernant qu'est-ce que l'éveil. C'est donc dire que tout au long de ma vie, je vais donc être en résonance avec des limitations, avec des expériences répétitives. Et évidemment, ces expériences répétitives-là ont pour objectif de m'amener à faire des bonds quantiques, pourrait-on dire des sauts quantiques, pour accéder à des processus évolutifs qui vont être davantage avec des résonances expansives, justement. Il y a trois dimensions, comme je les ai nommées tout à l'heure. Je pense la dimension énergétique, psycho-émotionnelle et spirituelle qui contribuent justement. L'expérience de l'éveil va se faire à travers ces trois modes de fonctionnement-là. C'est-à-dire que moi, je peux m'éveiller à une certaine dimension, par exemple la dimension énergétique, sans pour autant être éveillé dans ma dimension psycho-émotionnelle et spirituelle. Ça pourrait être la même chose je peux être éveillé à ma nature psycho-émotionnelle, sans pour autant être éveillé dans ma dimension énergétique ou spirituelle. Donc, ça veut dire que, ça ne veut pas dire parce que j'ai un éveil dans une dimension que je vais être éveillé dans toutes les dimensions. Alors, si on regarde la dimension énergétique, par exemple, il existe, par exemple, des gens actuellement qui développent ce qu'on appelle la nourriture pranique, c'est-à-dire qui commencent à se nourrir de lumière et non plus de nourriture. Alors, c'est quelque chose de nouveau comme phénomène qu'on ne retrouvait pas tant que ça dans le passé, et on en retrouve de plus en plus. Et c'est intéressant parce qu'on dit que ces gens-là ont vraiment une ouverture vers la dimension énergétique, c'est-à-dire qu'ils apprennent à
à apprivoiser le monde énergétique, à se nourrir de prana. Donc, c'est quelque chose d'intéressant. Tout comme des gens, par exemple, qui font des arts martiaux, vont apprivoiser cette capacité de jouer avec l'énergie, de prendre l'énergie, le prana, et de pouvoir manifester une puissance, une force à travers des arts martiaux, le karaté, des choses comme ça. Et on sait que ces gens-là qui maîtrisent le prana sont capables de vraiment manifester, utiliser cette énergie-là pour manifester leur puissance et leur force. Il y a le tai chi aussi, qui est une autre façon plus douce quand même, mais dans lequel on apprend aussi à utiliser le prana pour pouvoir développer une conscience. Donc, vous voyez que l'éveil dans la dimension énergétique nous amène à explorer diverses avenues comme celle-là, qui vont nous amener donc à être capables de reconnaître que dans mon corps, il y a de l'énergie qui circule en moi, et que cette lumière-là, je peux l'utiliser, c'est-à-dire que je peux l'utiliser pour l'optimiser. Alors, le tai chi, les arts martiaux, la nourriture pranique sont des façons d'aller chercher justement cette conscience-là. L'alimentation aussi, hein, les gens qui sont très conscients de l'alimentation vont prendre des aliments très énergétiques pour aller chercher donc une meilleure éveil de leur dimension énergétique. Il y a évidemment la méditation, des techniques spirituelles qui vont aussi la respiration, toutes des façons qu'on peut développer pour aller chercher cette dimension énergétique-là également. C'est évident que dans la pleine conscience intuitive, un des aspects qui va être très important, c'est cette capacité que j'ai de pouvoir voyager en moi pour découvrir que dans mon corps physique, il y a de l'énergie et de pouvoir justement apprendre à accompagner cette énergie vitale qui est en moi pour chercher à optimiser ma santé, comme on l'a vu dans la première conférence de ces 3 conférences que je vous présentais. Donc, vous voyez que l'éveil de la dimension énergétique, c'est une façon de commencer à développer une conscience que mon corps de chair n'est pas simplement que de la chair et des os, mais qu'il est fait de lumière. Et, à quelque part, l'éveil de ça va de m'amener à prendre conscience que ce corps de lumière-là, je peux en prendre soin par diverses façons de faire. Et là, je viens de vous donner des exemples de cet éveil de la dimension énergétique que l'on peut retrouver dans un processus d'éveil, justement. La seconde dimension qu'on peut découvrir dans l'éveil, c'est la dimension psycho-émotionnelle. Et évidemment, la dimension psycho-émotionnelle est une dimension qui, si on regarde dans la tradition ésotérique, même la tradition spirituelle, la gestion psycho-émotionnelle est une dimension fort importante et elle nécessite, dans un premier temps, une chose fondamentale qui est la connaissance de soi. La connaissance de soi, évidemment, il y a plein d'approches, il y a plein de façons de faire pour développer la connaissance de soi, mais on sait, en tant qu'être humain, que la connaissance de soi, elle se fait à travers le temps et à travers l'expérience de l'être humain que nous sommes. C'est-à-dire que, par exemple, je peux faire une thérapie pendant 25 ans. Ça ne veut pas dire qu'après 25 ans de thérapie, je vais pouvoir dire je me connais. C'est-à-dire que je me connais plus peut-être que d'autres êtres humains. Mais ça ne veut pas dire pour autant que je suis figé dans le temps et dans l'espace, puisque à travers ma vie, après ces 25 ans de thérapie, il est possible que des émergences de mon passé reviennent à ma conscience, que je n'avais pas entrevu alors et qui vont faire finalement constater que je suis encore dans un processus d'apprentissage de la connaissance de moi-même. Donc, tout le processus de la dimension psycho-émotionnelle passe par ce travail de connaissance de soi. Et la connaissance de soi est quelque chose qui se fait à travers le temps et l'espace. Ce n'est pas quelque chose qu'on arrête un jour, c'est quelque chose qu'on a à reconnaître. Et dans ce sens-là, il y a une pratique quotidienne, je dirais, à appliquer vers soi pour être capable de s'ajuster, s'accompagner dans le processus d'éveil à soi-même de la nature psycho-émotionnelle. Un élément fondamental de cette dimension psycho-émotionnelle qui a très peu été répertorié, à mon sens, à moi, dans la tradition spirituelle, d'une façon générale, parce que la tradition spirituelle a mis beaucoup d'emphase sur les pratiques spirituelles, mais a peu mis d'impact dans la nature psycho-émotionnelle. Et quand on regarde la nature psycho-émotionnelle, comment elle est conçue, on comprend que l'énergie qui circule en nous, la lumière qui est en nous, elle est animée d'informations. Cette information qui anime cette lumière-là, c'est de l'information psycho-émotionnelle, c'est-à-dire ce sont des mémoires qui sont en conflit avec mon être. Pourquoi ils sont en conflit avec mon être? Parce que je n'ai pas été en mesure de m'harmoniser avec ces informations psycho-émotionnelles, et le fait de ne pas être en mesure de m'harmoniser à elles ont créé donc des conflits, des perturbations qui font que l'énergie circule moins bien d'un point de vue énergétique, mais aussi que je suis en conflit psycho-émotionnel avec certaines blessures qui sont en moi, je ne suis pas en paix avec elles. Je vous réfère à la conférence précédente dans laquelle on vous présentait quand même d'une façon assez intéressante cette nature psycho-émotionnelle. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez trouver cette conférence-là sur le site YouTube dans le canal Pleine conscience intuitive.
Donc, la nature psycho-émotionnelle, quand on commence à appliquer, à développer la pleine conscience intuitive pour découvrir la nature, la dimension psycho-émotionnelle et favoriser donc l'éveil, on va découvrir progressivement que dans cette énergie vitale se trouvent donc des mémoires. Et ces mémoires-là sont importantes parce qu'elles correspondent à trois grandes dimensions de la mémoire. La mémoire première, c'est la mémoire personnelle, mon histoire de vie personnelle. Il y a évidemment mon histoire psychogénéalogique, c'est-à-dire mes références avec la famille et mes ancêtres, et ensuite les mémoires d'autres vies. Alors, quand on aborde la dimension psycho-émotionnelle, ben, on peut évidemment développer la connaissance de soi, un peu comme en faisant de la psychothérapie classique, mais on peut aussi, à travers la pleine conscience intuitive, favoriser un processus d'éveil parce que cette expérience que je vais faire dans mon être ne va pas être une expérience théorique. Je ne vais pas commencer à dire ah, j'ai lu ça dans un livre. Non, je l'ai expérimenté. Et comme je l'ai expérimenté, je suis en train de faire un travail d'éveil qui m'amène à prendre conscience de ma nature psycho-émotionnelle, de ce qui anime mon être d'un point de vue psycho-émotionnel. Et là, ça devient fort intéressant de donner de la couleur plus riche à l'être que nous sommes. Et je pense que dans ces conditions-là, ça peut être vraiment fort intéressant de pouvoir justement porter attention vers cette nature sur la nature psycho-émotionnelle grâce à la pleine conscience intuitive. Et on doit comprendre ici que tantôt je vous ai parlé de mémoire de résonance limitative et expansive, mais on peut facilement mettre l'idée que la mémoire psycho-émotionnelle a aussi une couleur limitative ou expansive, c'est-à-dire que je peux raisonner avec des mémoires qui sont figées dans mon expérience de vie. Ces expériences figées vont finalement être crispées, cristallisées, en conflit avec moi, ce qui veut donc dire que je vais donc attirer dans mon propre champ énergétique des expériences psycho-émotionnelles que d'autres êtres humains peuvent expérimenter, qui vont résonner avec ce que je ne suis pas en harmonie avec, et ça va m'amener donc à devoir me confronter à des gens qui vont m'obliger de faire un travail sur moi-même. Parce que justement, ces gens-là vont me refléter mon conflit que j'ai à l'intérieur de moi-même. Alors, c'est là que ça peut être intéressant de se rappeler que la mémoire psycho-émotionnelle, lorsque nous sommes en conflit avec elle, ben, on vit et on répète des expériences tant longtemps qu'on ne les a pas intégrées, et que quand on arrive à l'intégration, ben, finalement, on peut raisonner avec des mémoires expansives, c'est-à-dire avec des niveaux d'organisation plus élevés, c'est-à-dire des sauts quantiques, comme je disais tout à l'heure, qui vont nous faire évoluer et progresser. Donc, l'éveil au niveau psycho-émotionnel ressemblera à quelque chose de cet ordre-là. Si vous avez des questions, évidemment, vous pouvez poser des questions dans le chat et je répondrai à mesure que la conférence va progresser. La troisième dimension, qui est la dimension spirituelle, bien évidemment, il faut comprendre qu'elle est déjà, pour moi, elle est intégrée à la dimension énergétique et psycho-émotionnelle. C'est-à-dire que quand je me dis j'ai accès à la dimension spirituelle, ça veut dire que j'ai fait un certain cheminement dans ma dimension énergétique et que j'ai fait un certain cheminement dans ma dimension psycho-émotionnelle. C'est-à-dire que j'ai appris à reconnaître que j'avais de l'énergie en moi qui circulait, j'ai appris à faire la paix avec et à m'harmoniser avec cette nature énergétique-là. Et j'ai appris également à reconnaître que dans ma dimension énergétique, il y avait des mémoires psycho-émotionnelles et j'ai appris aussi à faire la paix avec ces mémoires-là et ces blessures émotionnelles que je peux avoir vécues pour pouvoir finalement me permettre de pouvoir me détacher, de me dégager de ma personnalité, de mon bagage familial et des résonances que je peux expérimenter avec des moments d'autres vies pour progressivement me libérer de la dualité, me libérer de la notion du bien et du mal pour ainsi accéder à la nature spirituelle. Alors, j'aimerais dire quelque chose là-dessus. Comme je vous parle de la nature spirituelle dans laquelle il n'y a pas de dissociation, il n'y a pas de dualité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette notion du bien et du mal, avec laquelle on est très à l'aise en tant qu'être humain à pouvoir se juger ou juger les autres, hein, en disant ça c'est bien, ça c'est mal, ben, d'un point de vue spirituel, cette notion de bien et de mal, ça appartient à la même chose. C'est-à-dire que le bien, c'est du mal et le mal, c'est du bien, dans le sens que quand on accède à cet état spirituel-là, on n'est plus dans la dualité de l'expérience humaine, on est dans un processus d'unité et cette unité-là nous fait comprendre que le point de vue bien et mal ne sont que des points de vue. Et que dans la vie, quelque part, ces points de vue-là ne sont là que pour nous garder dans une position de témoin qui peut subjectif, je dirais, de l'expérience de la vie, et souvent c'est ça qui va être l'origine de la dualité et l'origine du conflit également qui est en soi. Donc, la dimension spirituelle, c'est cette capacité que j'ai de me détacher de l'expérience humaine pour accéder à quelque chose de plus grand que l'expérience humaine, qui s'apparente donc à ce qu'on peut appeler l'âme ou le soi supérieur, à une forme de lumière pure qui n'est pas colorée par l'expérience humaine, mais qui nous met en relation avec une richesse de plus en plus grande, de plus en plus élevée, de plus en plus évoluée, dans laquelle je vais reconnaître que je suis en harmonie avec mon être profond et que ça va me permettre donc de pouvoir expérimenter un état d'alignement avec qui je suis.
Alors, tout ce processus-là de l'éveil va se faire à travers donc, ces trois phases-là qui vont faire que plus je suis éveillé dans chacune de ces sphères-là, dans ces dimensions-là, plus évidemment, je suis dans une position de verticalité où je peux vraiment expérimenter l'énergie de la Terre et du ciel qui circule à travers moi, comme si je devenais un accumulateur de lumière. Et cet accumulateur de lumière ça me permet, moi, de pouvoir vivre l'expérience de l'éveil d'une façon de plus en plus riche et de plus en plus profonde. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Ça va? Je vais prendre un petit peu de verre d'eau pendant que je vous laisse voir s'il y a des questions. Donc, l'autre aspect que je voulais vous présenter à la conférence, c'est faire un petit peu un genre de survol des grandes composantes de l'éveil. Quand je dis grandes composantes de l'éveil, qu'est-ce qui va amener donc un être humain à se dire éveillé? Alors, j'ai donc pris le temps de regarder des petits points ici que je vais vous nommer, qui sont très simples, mais qui vont nous permettre de comprendre finalement à quoi ressemble justement un être qui s'éveille dans toutes les sphères de la dimension humaine et qui nous amène donc progressivement à constater que l'éveil va nous amener donc à reconnaître une certaine forme d'ouverture vers l'univers, une ouverture qui va nous amener donc à devenir de plus en plus en alignement et en harmonie avec notre nature spirituelle. Donc, le premier point que j'aimerais vous parler concernant cette notion d'éveil, c'est que je découvre qu'il existe une autre réalité que celle que je vois. C'est-à-dire que la réalité terrestre est une réalité objective que personne ne peut contester. Sauf qu'aujourd'hui, avec la physique quantique, on est en train de reconnaître qu'il existe véritablement une autre réalité que la réalité physique, et que cette autre réalité-là, quelque part, est une réalité qu'on identifie mais de plus en plus comme en relation avec une expérience spirituelle. Et c'est ça un petit peu que je trouve intéressante, que je trouve intéressant quelque part, c'est de reconnaître effectivement que cette réalité parallèle, elle nous amène donc à poser un regard différent sur la vie. Et c'est certain que la notion de l'éveil, quand on expérimente dans l'état de son être cette dimension parallèle-là, cet univers parallèle, qu'on reconnaît qu'il existe, cet univers parallèle-là, et c'est plus de la théorie, mais de l'expérientiel, c'est évident quelque part qu'on peut facilement concevoir qu'on est en train d'expérimenter l'éveil. Maintenant, évidemment, l'expérience de l'éveil, c'est quelque chose justement qui est subjective pour chacun d'entre nous. C'est-à-dire que moi, je peux considérer que je suis en train de vivre un éveil parce que j'ai accès à une dimension, à un certain éveil d'une certaine dimension. D'autres qui ont une conscience beaucoup plus évoluée que la mienne vont avoir un état d'éveil beaucoup plus vaste, beaucoup plus grand et qui vont être capables d'appréhender la réalité subtile de façon beaucoup plus riche et beaucoup plus grande. Donc, vous voyez que chaque être humain fait un chemin personnel à travers ça. Et ce chemin personnel-là, l'idéal, c'est de le vivre avec l'humilité. Parce que simplement, on va voir que les pièges de l'éveil aussi, les pièges de l'ego, de l'éveil, qui peuvent être effectivement nous empêcher de voir clair dans cet éveil-là. Et je pense qu'un des premiers pièges qu'il faut vraiment se rappeler, c'est la nature de l'ego. Quand l'ego se prend au sérieux, quand on se dit à quelque part supérieur aux autres, c'est évident qu'à ce moment-là, on tombe dans quelque chose qui peut être facilement dommageable pour notre progression, parce qu'on va finalement se laisser manipuler en quelque sorte par notre ego de cette façon-là. Donc, c'était pour le premier point. Donc, on devient conscient de cette réalité parallèle qu'on apprivoise, qu'on expérimente de plus en plus clairement. Le deuxième aspect qui va être intéressant, c'est qu'en découvrant cette réalité parallèle-là, on va découvrir notre vraie nature. C'est-à-dire qu'on va commencer à toucher cette vraie nature-là. On va être capable de voir qu'au-delà de la matière, au-delà de qui nous sommes dans notre personnalité, on va toucher notre essence profonde. Et cette essence profonde-là va nous permettre donc d'avoir envie de l'expérimenter de plus en plus fortement, de plus en plus, d'une façon de plus en plus vraie. Dans les expériences spirituelles, on va souvent voir que dans les méditations, par exemple, les gens qui pratiquent la méditation vont rechercher beaucoup ça. C'est-à-dire que dans la méditation, ils vont rechercher un état de méditation parce qu'ils vont découvrir que dans cet état de méditation, ils se sentent en harmonie avec eux. Ils se sentent en harmonie avec leur véritable nature. Donc, c'est intéressant, évidemment, de constater que la méditation peut nous amener à cela. Et ce qui est intéressant, évidemment, c'est de voir de quelle façon que dans mon état de méditation, je peux expérimenter cet état-là et de quelle façon je peux l'intégrer dans ma vie de tous les jours. Et ça, évidemment, la pleine conscience intuitive peut nous aider dans ce sens-là, parce qu'elle nous permet souvent de faire le pont entre l'expérience spirituelle et l'expérience terrestre, parce que la pleine conscience intuitive me permet de vraiment reconnaître que ce que je vis dans mon monde terrestre
finalement, c'est une conséquence, entre guillemets, de ma réalité subtile. Donc, plus j'apprends à voyager entre les deux, bien, plus je suis capable de faire le pont et l'équilibre entre les deux. Et la pleine conscience intuitive me permet vraiment d'effectuer cela. Le troisième point, c'est la volonté d'être au service. Alors, quand on arrive à cette connexion avec cette vraie nature-là qui est en nous, on comprend quelque part qu'on peut développer une volonté d'être au service, parce qu'on comprend qu'on a une motivation, une envie d'être en harmonie avec l'autre et avec les autres, puis avoir envie effectivement de pouvoir développer une démarche justement d'être au service des gens. Alors cette volonté d'être au service des gens, ça prend beaucoup au chakra du cœur, hein, dans lequel il y a le serviteur qui existe, c'est-à-dire que après que j'ai appris à développer une connaissance de mon être, je suis capable ensuite de reconnaître que cette connaissance-là m'amène à reconnaître mes qualités, mes compétences et me donner envie effectivement de servir effectivement mon entourage. Et c'est ça un peu que cette volonté d'être au service va faire. Donc on voit ici que dans l'éveil, plus j'apprends à devenir conscient des réalités subtiles, plus j'apprends à développer une connexion avec ma nature véritable, et plus cette nature véritable va m'amener naturellement vers la volonté de servir. C'est ça qui est un peu intéressant là-dessus. Ensuite, il y a une volonté d'accomplir sa mission qui va en résulter, qui va de pair, c'est-à-dire qu'à mesure que je suis dans le désir de servir, en harmonie avec ma vraie nature, bien évidemment, je reconnais ma mission quelque part qui devient évidente, puisque je cherche à reconnaître une motivation, une intention de vouloir entreprendre un certain chemin, et cette mission-là va naturellement se manifester à moi à ce moment-là. Il y a évidemment, à travers ce processus de mission de vie-là, dans le cinquième point que je voulais apporter, il y avait le besoin d'être aligné à son âme. C'est-à-dire que plus je suis en accord avec ma mission, bien, plus je suis en accord avec mon être profond, avec mon âme, plus je reconnais quelque part que je suis en accord avec une expression de mon être profond qui m'amène à voir de plus en plus clair dans ma lumière, hein, dans mon rayonnement lumineux. Je me sens de plus en plus appelé quelque part à être en harmonie avec cette lumière-là, puis à vouloir chercher à l'aligner le plus au profond de mon être. À voir que c'est ça un petit peu qui va aussi résulter de cette expérience de l'éveil. Il y a également la connaissance, le sixième point, c'est la connaissance de soi, la libération de la personnalité. Alors, c'est évident que tout le processus que je viens de nommer m'amène à être de plus en plus lumineux avec mon être et de plus en plus capable de me voir tel que je suis. Donc, la connaissance de soi, c'est être capable de m'observer dans ma lumière et de voir justement la personnalité qui est en moi, ne pas la juger, ne pas la rejeter, simplement l'accueillir et l'aimer, de façon à qu'elle puisse de plus en plus s'intégrer à ma nature profonde et que je puisse l'intégrer à mon éveil et à mon alignement avec mon soi supérieur. Donc, il n'y a pas de dualité, encore une fois. On cherche vraiment à favoriser un état d'unité dans lequel ma personnalité s'unifie tout simplement à mon expérience spirituelle. Et cette connaissance de soi va m'amener vers la libération de la personnalité, puisque, n'étant plus en dissociation, en conflit avec mon être profond, avec ma personnalité, je peux tout doucement, justement, me dégager d'elle pour être de plus en plus capable de nourrir l'expérience spirituelle et cette volonté que j'ai de remplir ma mission de vie, tout simplement. Le septième point, c'est la responsabilité. Alors, c'est évident qu'à travers cette expérience de l'être lumineux que je suis en train de développer, je commence à rendre compte que cette lumière-là m'amène à développer ce qu'on appelle la responsabilité, c'est prendre conscience des lois de l'univers. C'est-à-dire que je prends conscience que j'émets de l'information, et cette information que j'émets, bien, inévitablement, l'univers va me retransmettre de l'information, va me mettre sur mon chemin des voies, des chemins, des routes, des personnes qui vont m'obliger de faire un travail sur moi pour effectivement développer de plus en plus d'harmonie avec mon être. Et dans ce sens-là, cette notion de responsabilité devient de plus en plus claire, de plus en plus nette et de plus en plus évidente à ce moment-là. Donc ça, c'était pour justement le point donc de la responsabilité. Le huitième point, la discipline spirituelle. Alors, c'est certain que dans une démarche spirituelle, avec cette vision de la responsabilité, je comprends bien que pour être capable de développer cet éveil qui est en moi, la discipline spirituelle devient importante. Et quand on regarde toutes les grandes traditions spirituelles, on est tous d'accord pour dire que pour être dans un processus spirituel, ben on doit passer par un certain chemin, une certaine route, une certaine voie. Et cette route, cette voie, justement, c'est d'être en mesure de pouvoir passer par une certaine démarche, qui peut être la méditation, qui peut être le yoga, qui peut être un tas de choses. Dans le contexte de la pleine conscience intuitive, il y a également aussi une discipline qui est proposée pour être capable de développer une capacité de pouvoir vraiment être en harmonie avec soi et de se sentir de plus en plus capable de développer cet éveil que j'ai nommé, hein, de favoriser cet éveil-là, parce qu'il n'y a pas de recette pour s'éveiller.
Par contre, il y a des recettes pour favoriser l'éveil. Et c'est ça un peu que la pleine conscience intuitive propose, ou encore, évidemment, les autres pratiques de méditation qui ont été proposées. Donc ça, c'était pour la discipline spirituelle. Et ensuite, la discipline spirituelle, qu'est-ce qu'elle permet de faire? Ce qui est intéressant, c'est qu'elle permet de consolider l'éveil qu'on a développé. Elle permet de le stabiliser un peu comme une maison qui a des fondations. Et qu'en ayant cette fondation-là, ça nous permet d'expérimenter la maturité spirituelle. C'est-à-dire que ça me permet de prendre conscience que quand je suis dans un processus d'éveil, ben, j'arrive à développer une certaine maturité qui me permet de consolider de plus en plus profondément toute cette démarche spirituelle que je suis en train d'intégrer. Et ça m'amène donc à être capable de comprendre comment la vie fonctionne et d'être capable donc de mieux m'harmoniser à elle, de faire en sorte qu'elle devienne plus agréable parce que je ne suis pas en conflit avec elle, je suis en harmonie tout simplement. Ensuite, l'autre point que je voulais aborder, c'était le 10e point qui parle ici de dépasser le monde de la dualité. Alors ça, c'est un point important. Et dans la tradition spirituelle, on a toujours été ça a toujours été un petit peu complexe, je dirais, cette situation-là, parce que le monde de la dualité, qu'est-ce que c'est? C'est la notion du bien et du mal dont j'ai parlé tantôt. Et dans la tradition ésotérique, on a souvent parlé, par exemple, du haut astral et du bas astral, qui met en évidence le bien et le mal, les bons et les méchants, etc. Et on regarde, même il y a actuellement beaucoup d'informations sur l'Internet, sur YouTube, etc. Beaucoup de choses, beaucoup d'enseignements spirituels qui sont accessibles maintenant plus que jamais. Et malheureusement, on retrouve quand même assez souvent cette notion de dualité, du bien et du mal. Comme ça, quelque part, cette notion de bien et de mal, on n'avait pas encore compris à quelque part que ça pouvait effectivement que générer de la dualité. Et que l'expérience spirituelle, l'expérience de l'éveil, n'a pas pour objectif de favoriser cette dualité-là, mais plutôt pour objectif de favoriser la réunification de soi. Et c'est dans cet état de réunification de soi qu'on est dans une position, justement, de captation lumineuse, dans laquelle on intègre la lumière, on n'est plus dans un processus où on observe l'extérieur en se disant ça c'est pas bien puis ça c'est bien. Parce qu'en faisant ça, on gaspille de l'énergie en quelque part puisqu'on se met en conflit avec quelque chose. Et si je dis quelque chose qui est bien puis quelque chose qui est pas bien, mais je me mets en conflit avec quelque chose qui est pas bien, avec ce que je juge comme étant pas bien. Alors que ce que je dois comprendre, c'est qu'en disant que c'est pas bien, je suis en train je m'inclus là-dedans. Et en disant que c'est pas bien, je suis en train de m'exclure aussi en me disant je ne suis pas bien aussi. Tout comme quand je dis que c'est bien, je suis en train quelque part aussi, d'une certaine façon, de me positionner par rapport à ce qui est bien. Et encore là, il y a toujours une dualité. Donc, le processus d'éveil va favoriser le processus d'unité. Le processus d'unité, quelque part, c'est que le bien et le mal font partie de la même chose. À l'origine, la racine du bien et du mal sont la même chose, c'est de l'énergie. Alors, quand je commence à comprendre ça, je suis plus en expérience de la dualité et le processus d'éveil va me permettre donc de pouvoir être dans une position beaucoup plus grande d'unité. L'expérience de l'unité va m'être de plus en plus naturelle. Ça ne veut pas dire pour autant que cette expérience d'unité va m'amener à dire ben, tout est acceptable, tout est merveilleux, tout est fantastique, quoi qu'il arrive, c'est fantastique, c'est merveilleux, et que l'être humain peut faire ce qu'il veut. Non, c'est pas ça du tout. Quand on parle de cet état de conscience d'unité, c'est un état d'éveil, et cet état d'éveil me permet simplement de regarder la vie avec des yeux différents. Ce qui ne veut pas dire pour autant que je vais accepter n'importe quoi de la vie. S'il y a des choses qui ne sont pas acceptables, je vais les regarder, mais pas dans un contexte de jugement. Je vais les regarder dans un contexte de conscience. Et ce contexte de conscience-là va m'amener simplement à être capable, justement, avec compassion, d'accueillir ce qui est, tout en n'étant pas dans un processus d'adhésion. Hein, c'est-à-dire, je ne vais pas adhérer nécessairement à tout ce qui se passe dans la vie qui n'est pas acceptable, hein, par exemple. C'est un état d'unité que je suis, et cet état d'unité me permet donc de comprendre, d'accueillir, sans vivre des réactions émotionnelles, sans me positionner dans le bien et le mal, mais être capable de comprendre ce qui est, tout simplement. Et ça, c'est pour moi, ça fait partie de la maturité spirituelle également. Le dernier point, donc, de ces symptômes de l'éveil, si on peut les appeler ainsi, c'est la souveraineté et l'autonomie. C'est-à-dire que je développe à ce moment-là une compréhension, c'est-à-dire que je m'individualise, dans le sens que j'apprends à reconnaître que dans mon propre expérience de vie, je suis parvenu à comprendre un certain nombre de choses que je n'avais pas compris. Et quand je n'arrive à ne pas à comprendre ces choses-là, ben j'arrive effectivement à m'individualiser et à développer une pensée souveraine dans le sens que je ne fais plus partie de l'humanité dans le sens que je ne pense plus de la même façon que les humains, je pense à ma façon à moi et je pense à travers mon expérience à moi et je comprends ce qui se passe à part mon expérience à moi aussi. Donc j'apprends vraiment à développer une sensibilité
à l'intérieur de nous-mêmes qui est beaucoup plus importante et qui est beaucoup plus grande. Et c'est ça un peu qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on développe vraiment un regard personnel sur l'univers, sur la vie, parce que justement, on comprend quelque part des choses qu'on n'avait peut-être pas été en mesure de comprendre par la tête, qu'on comprend avec notre cœur, qu'on comprend avec notre monde intérieur, et c'est ça qui va permettre aussi à cette expérience de l'éveil de prendre forme. Est-ce que vous avez des questions sur les symptômes, donc sur les 11 points que je voulais amener, qui mettent en évidence un peu les éléments qui vont faire que l'éveil va pouvoir s'intégrer et qui vont pouvoir se manifester avec une certaine maturité, je dirais, chez l'être humain? Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le faire savoir dans le chat, bien évidemment. L'autre point que je voulais apporter maintenant après cette présentation-là, c'était de mettre en évidence maintenant que quelquefois l'éveil, ça a beau être une expérience merveilleuse et fantastique, tantôt on l'a vu qu'il y a des composantes des fois limitatives qui étaient présentes dans notre vie, et ces composantes limitatives-là vont nous amener effectivement à devoir faire un travail sur soi, parce que l'univers va nous mettre sur notre chemin des situations, des relations qui vont nous obliger de faire un travail sur soi. Et ce que j'aimerais apporter quelquefois, c'est que ces situations-là de conflit, à quelque part, que l'univers nous met en évidence pour nous faire travailler, quelquefois, ça devient des crises transpersonnelles, des crises spirituelles. Alors, il n'y a pas si longtemps, si on regardait les définitions de ce qu'était la folie, en psychiatrie, par exemple, on pouvait concevoir que quelqu'un qui est intuitif pouvait être considéré comme un fou. Il n'y a pas si longtemps que ça, dans les ouvrages de définition de la psychiatrie, on avait vraiment un intuitif qui était vraiment considéré comme fou. Évidemment, ça évolue. Aujourd'hui, la psychiatrie s'est quand même assouplie et on reconnaît de plus en plus qu'un être humain, quelque part, peut donc vivre des états qui sont très proches d'états psychiatrisés, hein, d'états de folie, mais qui sont finalement faits dans un état de conscience et de lucidité. Et c'est là qu'évidemment, on va faire la différence entre la folie et évidemment un être de lucidité. Par exemple, si j'entends des voix, entendre des voix, en psychiatrie, il n'y a pas si longtemps, c'était un symptôme de psychiatrie. Alors qu'aujourd'hui, on reconnaît qu'entendre des voix, évidemment, si on le fait, si cette voix-là nous rend plus lucide, plus conscient, on reconnaît quelque part que c'est à ce moment-là une forme d'expression de quelque chose de plus intelligent, de plus sage qui est en soi, et on va appeler ça de l'intuition, la médiumnité, on va appeler ça de diverses choses, mais ça va mettre en évidence qu'on a donc une source d'information qui nous permet d'élargir notre conscience. Et ça aussi, ça fait partie de l'éveil. Hein? Toute cette démarche intuitive, de la pleine conscience intuitive et toutes les démarches intuitives qu'on peut proposer sont des façons d'amener un éveil, parce que c'est une façon de pouvoir reconnaître que dans l'univers, il y a une forme de sagesse, une forme d'intelligence qui est là, et qu'on peut donc chercher à l'amplifier. Et évidemment, la pleine conscience intuitive va nous donner énormément d'outils pour parvenir à amplifier cette capacité que j'ai de pouvoir développer cette sagesse intuitive. Donc, la crise transpersonnelle maintenant dont je voulais vous parler. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une crise transpersonnelle? C'est que moi, en tant qu'être humain, j'accueille l'énergie de la Terre et celle du ciel qui circule à travers mon être et je constate que cette lumière qui circule en moi, cette énergie qui circule en moi, peut rencontrer des zones de résistance. Qu'est-ce que c'est que des zones de résistance? On pourrait le situer comme ceci, c'est que mon système nerveux, le sympathique, le parasympathique, sont les deux systèmes nerveux importants du corps humain, ont pour objectif, donc, le parasympathique de favoriser la relaxation, le relâchement, et le sympathique davantage de développer le stress, mais aussi ma capacité à faire de ma journée, de faire des efforts dans une journée, de faire ce qui doit être fait pour pouvoir fonctionner. Donc, vous voyez que les deux systèmes nerveux sont très, très importants, et l'équilibre qu'on doit avoir en tant qu'être humain, c'est être capable de bien jouer avec ces deux systèmes nerveux-là. Quelquefois, il y a des dérèglements émotionnels ou énergétiques qui vont se faire, qui vont faire que le système nerveux ne va pas être dans un état d'équilibre entre le sympathique et le parasympathique, et il va y avoir des zones de tension. Et ces zones de tension-là vont entraîner des congestions psycho-émotionnelles. C'est-à-dire que le système nerveux va se paralyser en quelque sorte, et il va y avoir une charge émotionnelle qui va s'engrammer dans la congestion, et tant son temps que c'est engrammé, on n'est pas conscient de ce qui est là, mais si à un moment donné, il y a une décharge, c'est-à-dire qu'on arrive à relaxer le système nerveux, il y a une décharge émotionnelle qui peut en résulter, et cette décharge émotionnelle-là peut générer donc une émergence d'informations dont on n'était pas du tout conscient et qui va se manifester à nous d'une façon très, très, entre guillemets, violente, parce que ça va se faire d'un coup sec et qui va faire que notre cerveau va recevoir une charge émotionnelle dont il n'était pas conscient nécessairement et qui pourrait donc le perturber. Je vous parle de ça parce que dans ce phénomène de crise transpersonnelle, une des explications qu'il faut bien comprendre de ce processus-là, c'est que en tant qu'être humain,
tout le processus d'évolution et d'éveil qui se fait en nous va amener à un moment donné, un ou un autre, une conscience évolutive qui va prendre forme en dedans de nous et qui va finalement libérer notre système nerveux de plus en plus fortement de ces charges émotionnelles qui sont présentes. Et c'est là, évidemment, qu'il va y avoir donc des libérations énergétiques. Et ça, on appelait ça, bon, on peut voir ça comme étant les phénomènes de la Kundalini, par exemple. La montée de la Kundalini, c'est un processus dans lequel notre système nerveux va se régulariser pour libérer l'énergie, pour permettre à l'énergie de circuler librement dans notre colonne vertébrale pour nous amener à l'éveil. Donc, vous comprenez que la Kundalini, c'est, dans certains cas, ce sont des expériences qui peuvent favoriser effectivement des crises transpersonnelles, c'est-à-dire des situations où on n'est pas prêt à faire des bons ou à des prises de conscience, on n'est pas prêt à faire des prises de conscience importantes, et ces charges émotionnelles qui vont s'éveiller en nous vont nous obliger quelque part à devenir conscients de cette évolution-là ou de cet éveil qu'on n'était pas prêt à avoir, et à ce moment-là, ça va générer des situations de non-intégration, je dirais, c'est-à-dire des situations où, par exemple, d'un point de vue énergétique, je pourrais développer des maladies. Alors, ces maladies-là, quelque part, c'est d'une certaine façon une crise transpersonnelle, c'est-à-dire que la maladie me demande à ma conscience de m'ajuster à une réalité pour être capable de pouvoir continuer mon processus d'éveil en évolution et en harmonie. Et il se peut aussi que ça puisse, à travers justement des crises transpersonnelles, générer des situations de conflits intérieurs profonds. Par exemple, je prends conscience je libère quelque part une grande tristesse que j'ai vécue à l'âge de 3 ans, que je me rappelais pas du tout, puis il y a quelque chose qui s'est libéré en moi, puis il m'a mis en contact avec cette tristesse-là, et j'ai comme revécu ce que j'avais pas, dont je me souvenais pas à l'âge de 3 ans, et qui m'a amené à prendre conscience d'un grand sentiment d'abandon, etc. Alors, cette situation-là, évidemment, je pourrais bien la gérer, mais il se peut aussi que je ne sois pas capable de la gérer, et qu'un matin, je me lève et je me sens pas capable de me lever tout simplement de mon lit, parce que je me sens épuisé. Tout simplement parce que cette décharge émotionnelle-là a généré en moi une espèce de paralysie intérieure parce que je n'arrive plus à faire face à ma vie, parce que ce changement-là était trop soudain et je ne suis pas capable de l'intégrer, ce qui veut donc dire que ça va prendre un certain temps pour que je sois capable de digérer cette expérience-là, que je sois capable d'en faire quelque chose. Donc, vous voyez que dans ce sens-là, ça peut être vraiment intéressant de bien cerner les crises transpersonnelles et c'est certain que la connaissance de soi qu'on cherche à développer tout au long de notre vie va nous aider à faire face à ces crises transpersonnelles-là. Mais c'est vrai que ces crises transpersonnelles-là se font parce qu'il y a des blocages émotionnels qui sont en nous. Donc, quand il y a une libération qui se fait, mais même si on a une connaissance de soi, la libération émotionnelle va tellement être puissante et violente, d'une certaine façon, qu'on va être confronté à devoir y faire face. Et c'est là, évidemment, que des outils comme la pleine conscience intuitive peuvent nous aider, mais c'est bien évident aussi qu'on peut avoir besoin de consulter carrément pour amener, évidemment, une rééducation de notre inconscient, peut être capable de réaménager, je dirais, les influx énergétiques qui sont en soi aussi. D'autres types de crises transpersonnelles qu'on va retrouver, c'est des moments où justement on peut se mettre dans une position où notre identité est faible. On peut par exemple être alcoolique, on peut être quelqu'un qui prend de la drogue, et à ce moment-là, ces conditions que je viens de nommer sont des conditions favorables à ce qu'une personne puisse vivre des expériences de possession, des phénomènes paranormaux. C'est-à-dire, ces phénomènes paranormaux-là, c'est que moi, en tant qu'être humain, je suis une antenne qui vibre avec les mémoires d'autres vies, la mémoire de l'humanité entière. Et si je suis quelqu'un qui se retrouve dans une position où je suis où j'ai une identité qui est faible, je peux donc raisonner avec des mémoires d'autres vies. Tout comme dans ma vie de tous les jours, je rencontre des êtres humains qui vont me faire voir que je suis en résonance avec eux parce que j'ai un travail commun à faire avec eux. Dans le monde subtil, ces gens-là, quelque part, qui ont peut-être pris des drogues, des choses comme ça, qui ont une identité qui est plus faible, vont, à quelque part, avoir beaucoup plus de facilité à raisonner avec des mémoires d'autres vies parce que leur capacité, leur structure physique n'est pas suffisamment dense, ils n'ont pas suffisamment de protection d'eux-mêmes, et ils vont donc à ce moment-là se sentir prisonniers, en quelque part, d'énergies subtiles qui sont reliées à des mémoires, et ces mémoires-là sont souvent en relation avec des résonances qu'ils ont aussi à vivre et qui vont les amener à faire un travail sur eux. Donc souvent, évidemment, ces expériences de possession, de maisons hantées, des phénomènes comme ça, sont des expériences positives quand on les regarde d'un point de vue évolutif, sauf qu'évidemment, le moment entre qu'elles deviennent positives et le moment où on les vit,
ben, il y a un décalage, parce que souvent, au début, on va vivre ça comme une espèce de situation de lourdeur. On va avoir l'impression, quelque part, qu'on est une victime. Rappelez-vous que l'éveil, c'est pas être une victime, c'est être responsable. Donc, quand on se sent en relation avec une entité, ben, on se sent victime, on se sent quelque part malchanceux, on se sent quelque part dans la douleur, dans la souffrance, on a l'impression quelque part qu'on est inhibé ou on est empêché, alors que finalement, ces mémoires-là sont souvent quelque part là pour nous témoigner qu'on s'est coupé de quelque chose de nous-mêmes, tout comme quand on rencontre des gens dans la rue, dans notre vie de tous les jours, et que ces gens-là, quelque part, nous reflètent quelque chose sur lequel, qui nous propose de travailler sur nous, ben, dans le monde subtil, c'est exactement la même chose. Ces gens-là qui se disent possédés se retrouvent dans une situation où l'univers leur témoigne, leur envoie des mémoires qui sont en résonance avec eux, et ils obligent donc à faire un travail pour se réapproprier leur identité face à ces énergies-là. Donc, vous comprenez quelque part qu'il n'y a pas de notion de bien et de mal là-dedans. Il n'y a pas de méchantes entités ou de bonnes entités. Il y a simplement des énergies qui ont besoin, quelque part, qu'on a besoin de comprendre, qu'on a besoin d'accueillir pour pouvoir les intégrer, pour pouvoir ne plus être en conflit avec elles et s'harmoniser avec elles. Donc, vous voyez que ça peut être intéressant, évidemment, de bien comprendre que les crises transpersonnelles sont donc des expériences d'éveil, sauf qu'elles sont mal intégrées, qu'elles ne sont pas bien accueillies. On a la misère, justement, à être capable de faire face à ces crises transpersonnelles-là. Et c'est possible hein, que tout au long de notre vie, on soit tous confrontés un jour ou l'autre à des crises transpersonnelles de ce niveau-là, qui nous obligent justement à prendre conscience justement que on a fait notre vie d'une certaine façon, puis que tout à coup, ça ne fonctionne plus. On est confronté à constater que tout ce qu'on avait mis en place ne semble plus aller de la même façon qu'avant. On a l'impression quelque part que les choses ont changé, que les choses ont bougé. C'est souvent ça des symptômes de crise transpersonnelle. C'est une espèce de remise en question qui fait qu'on voit que notre vie ne peut plus fonctionner comme avant. Donc, on est obligé quelque part de se réajuster pour être capable de pouvoir s'aligner à notre nature spirituelle. Alors, c'est ça un peu que je pourrais vous dire concernant les crises transpersonnelles. Ça peut être intéressant de savoir qu'évidemment que les crises transpersonnelles ont été identifiées par la psychiatrie. Hein. La psychiatrie, évidemment, non pas classique, mais des psychiatres se sont intéressés justement à intégrer la notion de crise transpersonnelle dans la psychologie moderne. Il y a Roberto Assagioli qui s'est beaucoup intéressé, qui a développé la psychosynthèse. Le Stanislas Grof, qui est un psychiatre également, qui a beaucoup travaillé aussi sur cette notion de crise transpersonnelle. Il y a également un médecin, son nom ne me vient pas à l'esprit, mais qui a écrit un livre sur la Kundalini, dans lequel il a mis en évidence justement que la Kundalini était reliée à des symptômes, entre guillemets, qui étaient donc de l'ordre des crises transpersonnelles aussi. Alors, c'est quand même intéressant de se rappeler justement que ces crises transpersonnelles sont des nécessités que c'est comme si le corps nous demandait de nous ajuster afin qu'on puisse effectivement favoriser un éveil. L'éveil, évidemment, c'est l'intégration de l'expérience de crise pour être capable de pouvoir élargir notre champ de conscience et ainsi voir d'une façon plus large et plus globale notre vie. L'autre élément que je voulais vous parler également, c'est concernant les pièges de l'éveil. Alors, les pièges de l'éveil, ça se résume à une chose. En fin de compte, on pourrait voir ça comme ceci. Quand je m'éveille, je peux sombrer dans l'ego, tout simplement. Sombrer dans l'ego, c'est pas que l'ego est méchant, c'est pas que l'ego est pas bon, c'est pas que l'ego est négatif. Simplement que l'ego peut s'approprier une estime, une valeur de ça. C'est-à-dire que parce que je suis en train de m'éveiller, je suis un être extraordinaire, je suis un être merveilleux, je suis un être supérieur à tout le monde. Alors, vous voyez que ça, c'est là qu'on peut tomber dans les pièges de l'ego qui vont nous éloigner de, justement, ce processus d'intégration spirituelle, où on va commencer à s'approprier un pouvoir parce qu'on se dit éveillé, on va devenir plus important que les autres. Et ça, c'est un des pièges très fréquents de la spiritualité. Et ça, il suffit de regarder simplement autour de soi. Beaucoup de gens vont se valoriser parce qu'ils sont dans une démarche spirituelle au point où ils vont avoir l'impression d'être supérieurs aux autres. Et ça, c'est un des grands pièges. L'autre piège, évidemment, qu'on va retrouver, qui est très important, c'est l'individu qui, parce que justement dans une démarche spirituelle, va s'enlever à quelque part le droit d'être important. Donc, il va se mettre dans une position complètement de soumission, il va donner de l'importance à tout le monde, sauf à lui-même. Alors ça, c'est un autre type de piège de l'ego. C'est pas parce que je suis en train de m'oublier que je suis pas dans l'ego. C'est parce qu'on peut très bien se dire, parce que je suis un être éveillé, ben je vais m'oublier complètement. Et là, on se prive à quelque part de notre identité. Et ça aussi, c'est un autre piège qu'on peut retrouver assez fréquemment à ces deux grands courants. Ah, c'est sûr que les pièges de l'ego, les pièges de l'éveil, on pourrait l'aborder d'une façon beaucoup plus large. Hein. Mais si on se résume à ça, on peut facilement comprendre que toutes les voies, par exemple, si je suis un médium, si je suis un clairvoyant, ou si je fais de la pleine conscience intuitive, mais que je me prends pour un autre, ben c'est évident quelque part que je ne suis pas dans un processus d'éveil
Je peux être dans un processus d'éveil, mais je suis dans un processus où cet éveil-là ne pourra pas se développer complètement et totalement parce que mon ego va avoir pris un petit peu trop de place. Il va empêcher cette intégration d'éveil de prendre forme dans mon être parce que je vais réduire l'éveil par cette capacité que j'aurai de me positionner dans mon ego. Donc, c'est ça un petit peu essentiellement qu'on pourrait dire concernant les pièges de l'éveil. Toujours pas de questions, ça va? Donc, si vous voulez bien, on va maintenant passer à la dernière étape de la conférence qui concerne donc la mission sur Terre et l'éveil. Alors, dans la dernière conférence, pour ceux qui l'ont visionnée, je vous ai parlé de la mission de vie, en fin de compte, par rapport aux blessures émotionnelles. Dans ce cas-ci, je vais revenir un petit peu sur les sept états de conscience, les 7 niveaux de conscience que l'on retrouve chez l'être humain. Et ces 7 niveaux de conscience-là, on va essayer de les regarder d'un point de vue de mission de vie par rapport à une démarche spirituelle. Donc, si on regarde le bâtisseur qui est en relation avec le chakra racine, le bâtisseur, c'est un être qui reconnaît le monde terrestre, qui valorise le monde terrestre. Maintenant, quand on est dans un processus d'éveil, cet être humain-là, qui est un bâtisseur, ne va pas seulement voir la réalité terrestre, il va voir le merveilleux de la vie terrestre. Il va comprendre quelque part comment le monde de la matière est génial. C'est extraordinaire qu'on commence à étudier la Terre, comment les organismes vivants existent sur Terre. Tout ça, on devient complètement omnibulé par l'intelligence et la sagesse qui animent cette planète. Donc, le bâtisseur va comprendre cette richesse-là à un point tel qu'il va se donner la permission de valoriser cela. Et le bâtisseur va être celui qui va, par exemple, va construire une église. Alors, c'est le plus bel exemple que je peux donner par rapport au bâtisseur, parce que construire une église, ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre de la matière, c'est vraiment prendre de la matière très lourde même, parce que si vous avez déjà visité des églises, hein, vous savez que les églises, c'est quand même massif. Alors, c'est donc dire que le bâtisseur est très à l'aise dans la matière, mais est capable de donner à la matière un sens sacré. L'Église, c'est le plus bel exemple qu'on peut donner associé à cela. C'est-à-dire que le bâtisseur comprend quelque part la richesse de la vie et comprend quelque part comment la vie est pleine de sagesse et pleine d'intelligence et de quelle façon, quelque part, qu'il peut l'honorer à travers l'Église. Mais si on pense à un agriculteur, ben, l'agriculteur va honorer la vie à travers justement la gestion des légumes, des fruits qu'il va justement faire pousser sur ses terres, etc. Donc ça aussi, c'est quelque chose de sacré. Et ça met en évidence évidemment cette notion de beauté de la vie, dans laquelle on reconnaît qu'à travers les saisons, on peut justement permettre à quelque part à cette intelligence de la vie de s'exprimer d'une façon constante et continue. Donc, vous voyez que le bâtisseur, sa mission de vie sera donc justement d'être dans la matière, mais de donner quelque part à la matière un regard évolutif, un regard plus large que simplement la matière, où il va comprendre effectivement que le légume qui fait pousser, etc., mais il va peut-être s'intéresser à l'agriculture biologique, il va peut-être s'intéresser à la biodynamie. La biodynamie qui est une façon donc de regarder les planètes, l'influence des planètes qui peuvent avoir un impact sur la croissance des légumes et des fruits, par exemple. Alors, vous voyez, comme une espèce de conscience qui va l'amener à comprendre que la vie, c'est pas juste un monde terrestre, c'est une interaction avec quelque chose de plus grand et de plus vaste, mais en même temps, c'est très terrestre et le bâtisseur a vraiment un sentiment d'être à l'aise dans cette voie-là. Le communicateur, lui, est en relation avec le chakra sacré et lui va être davantage orienté sur l'idée que l'éveil, que la mission de vie, quelque part, qu'il va découvrir, c'est vraiment en relation avec l'authenticité. L'authenticité d'être avec lui, je suis authentique avec moi-même et je suis authentique avec les autres. Donc, c'est quelqu'un qui va chercher justement à développer une relation de vérité le plus possible avec lui-même et les autres. Donc, il va chercher à développer la relation d'aide. Il va chercher également à développer une transparence à travers, par exemple, les médias. Les médias, ça peut être les journaux, ça peut être de transmettre donc un regard sur la vie politique, etc., mais qui soit la plus vraie et la plus juste possible. Alors, c'est ça qu'on va retrouver beaucoup, beaucoup dans la voie, justement, du communicateur. Le guerrier, qui est relié au chakra solaire, le guerrier, lui, va s'intéresser beaucoup, évidemment, donc à la nature compétitive des choses. C'est un guerrier, donc il est à l'aise dans un contexte d'armée aussi. C'est toute une nature donc très guerrière que le guerrier. Et évidemment, quand on regarde ça d'un point de vue de l'éveil, de la spiritualité, de la mission de vie, le guerrier va bien prendre conscience que ça ne sert à rien de vouloir humilier quelqu'un, ou de vouloir battre quelqu'un, ou de vouloir se faire battre non plus. Hein. Il va très vite comprendre que la position de dominant-dominé n'est pas une position intéressante. Il va comprendre que la position la plus intéressante, c'est la position où il cherche justement à faire partie d'un regroupement de gens. Et ce regroupement de gens lui permet donc de pouvoir finalement être plus fort, plus puissant, être capable d'avoir un plus grand impact sur les vies.
Donc, le guerrier, dans sa mission de vie, va chercher justement à être un leader, mais un leader qui va chercher donc justement à se lier à d'autres gens pour développer un concept de regroupement, de puissance, de force, qui va lui permettre donc d'avoir un impact, un peu comme quand on retrouve une armée. L'idée d'une armée, c'est qu'il y a un général qui va collaborer avec des soldats pour pouvoir justement arriver à un certain résultat dans un contexte militaire. Dans un contexte comme celui que je viens de nommer, la mission de vie du guerrier va être justement de chercher à donc être un leader qui va chercher donc à collaborer avec d'autres êtres humains pour parvenir justement à avoir un impact sur la société, pour amener cette société-là à entendre quelque part ce que ce regroupement de gens ont à lui communiquer. Le serviteur, qui est donc relié au chakra du cœur, va être davantage, lui, relié à quelque chose dont je vous ai déjà parlé, c'est-à-dire cette capacité, justement, de constater que dans mon processus d'évolution, le chakra du cœur m'amène à reconnaître que je m'aime et m'amène à reconnaître que je me connais et que je m'aime et que je m'accueille et que j'ai envie donc de partager qui je suis avec la société pour favoriser donc une relation plus juste, plus équitable, plus harmonieuse avec mon entourage. Alors, le serviteur va être beaucoup en relation avec un désir de ne pas être dans une situation de reproduction de ce que la société existe. Le serviteur va avoir envie, lui, à quelque part, de créer un monde meilleur. Le monde meilleur peut se faire à travers une communauté, par exemple, à travers des éco-villages, des choses comme ça, qui va amener donc l'être humain à concevoir comment on peut créer un monde meilleur. Je vous fais référence à ce sens-là avec le film, je vous réfère au film Demain, qui est un film français qui a été fait, qui est exceptionnellement intéressant parce qu'il met en évidence justement qu'il existe dans le monde de belles choses, des gens qui cherchent à changer le monde, à faire évoluer le monde. Et ce monsieur-là s'est intéressé donc justement à mettre en lumière qu'est-ce que c'était les efforts que les êtres humains faisaient pour favoriser un monde meilleur. Et ce film-là présente ça et il met en évidence justement des gens qui ont développé des éco-villages, des micro-organismes pour favoriser une vie plus équitable, plus juste, plus harmonieuse avec l'entourage. Alors, ça vous dit, ça peut être vraiment quelque chose d'intéressant de jeter un coup d'œil sur ce film-là qui est intéressant et qui met en évidence un petit peu ce que le serviteur peut apporter comme mission de vie à ce niveau-là. Le créateur, maintenant, c'est un individu qui a donc une relation avec l'univers dans sa sagesse et dans sa grandeur qui est assez exceptionnelle et qui l'amène donc à être capable de se relier à ce que j'appelle l'inventivité, l'invention et la créativité, capable de capter des idées qui ne sont pas encore installées sur Terre, capable donc de les verbaliser, de les faire valoir et de leur donner forme dans la matière. Donc le créateur va donc avoir une mission de vie dans laquelle il va avoir une inventivité, une créativité hors pair et il va chercher donc évidemment à faire valoir cette créativité-là et de l'incarner pour pouvoir justement amener dans le monde une transformation. Un exemple de ça, c'est Einstein, qui est très connu évidemment puisque c'est lui qui a développé la théorie de la relativité et tout ça. Mais ce monsieur-là, quelque part, ça a pris énormément d'années avant que les physiciens sont capables de comprendre ce que ce Einstein communiquait. Comme ça, quelque part, toute cette connaissance qu'il avait captée n'était pas compréhensible pour d'autres physiciens parce qu'ils n'étaient pas capables de concevoir ce qu'il racontait. Ça a pris un certain nombre d'années avant qu'ils arrivent à comprendre ça. Ça met bien évidence que le créateur est quelqu'un qui est en avance sur son temps. Et quand on est en avance sur son temps, bien évidemment, ça demande une certaine maturité, je dirais. Tantôt, on a parlé de la maturité spirituelle. Le créateur doit être conscient de la maturité spirituelle qui l'oblige à constater qu'il ne peut pas, lui, arriver avec n'importe quelle théorie ou n'importe quelle démonstration, n'importe quelle invention sans se faire taper des doigts si ce qu'il apporte comme idée n'est pas dans l'ordre des choses, n'est pas dans la mode, si on peut dire ça comme ça. Donc, il peut vraiment souffrir. Et si vous regardez historiquement parlant, il y a beaucoup de gens qui sont avec des idées nouvelles, mais qui n'ont pas été bien accueillis, même si leurs idées nouvelles étaient justes et intéressantes. Ils étaient trop en avance sur leur temps et ils ont mal été accueillis, mal reçus, et ils sont même, dans certains cas, retrouvés dans des situations très fâcheuses parce que, justement, ils n'étaient pas entendus. Donc, le créateur doit faire attention, évidemment, à cette idée qu'il a une certaine originalité, une certaine pensée indépendante, il a envie, évidemment, de partager les choses, mais il doit être conscient que ce qu'il veut partager, bien évidemment, il y a une façon de le communiquer, de le présenter pour que le monde soit capable de l'accueillir et de l'accepter, bien évidemment. Donc, maintenant, l'autre aspect que je voulais vous parler, c'est donc le philosophe qui est relié au chakra frontal. Alors, le philosophe, finalement, c'est la synchronisation des hémisphères cérébraux au niveau du cerveau. C'est la capacité d'être dans une position de témoin, capable d'observer la vie avec sagesse et intelligence.
Alors ça, c'est un autre élément très important, parce que cette capacité que j'ai de voir la vie avec cette sagesse et cette intelligence-là fait de moi un sage, fait de moi un être on va venir voir cette personne-là et lui demander conseil. Donc, ça fait quelqu'un qui est un peu comme un intuitif, quelqu'un qui va avoir une compréhension des choses. Ça peut être aussi un gourou, un sage, qui va être capable de vraiment éclairer les gens par son savoir, qui va donc aider les gens à devenir de plus en plus conscients de la lumière qui les anime et de pouvoir justement comprendre l'expérience de la vie dans laquelle ils sont. Donc, le philosophe va vraiment travailler là-dessus. Sa mission de vie, bien évidemment, au philosophe, c'est de mettre la lumière sur la vie, d'amener l'être humain à prendre conscience de comment la vie fonctionne, etc. C'est un sage, une personne qui a une capacité de comprendre des choses que d'autres ne comprennent pas. Donc, c'est la force du philosophe que d'amener ça dans sa mission de vie. Le spirituel, qui est relié donc au chakra couronne, va aussi donc avoir une intention d'éveiller quelque part l'être humain, dans le sens que le spirituel est en relation avec avec son âme, avec le soi supérieur, avec un tout plus vaste. Et c'est certain que le spirituel, lorsqu'il est en alignement avec sa nature spirituelle, va donc développer une vie en accord avec ces valeurs-là. Donc, il va vraiment développer une vie qui ne sera pas basée sur le désir d'être reconnu socialement parlant ou reconnu par les êtres humains, mais davantage d'être reconnu dans sa mission de vie par rapport à ce qu'il a à faire tout simplement. Donc, il va être beaucoup plus connecté avec ça que connecté avec le désir d'être reconnu par l'être humain, par exemple. Donc, le spirituel, c'est vraiment le sage, qu'on pourrait dire le sage accompli, c'est-à-dire le sage qui a compris quelque part qu'il n'a pas besoin d'être reconnu par l'être humain, il a simplement besoin de faire ce qu'il a à faire pour pouvoir parvenir justement à accomplir sa mission de vie. Alors, c'est beaucoup ça qui va être mis en évidence dans le processus évolutif, je dirais, du spirituel. Est-ce qu'il y aurait des questions sur ces 7 missions de vie qu'on retrouve dans le processus de l'éveil? Donc, c'était un petit peu ce qui allait conclure la conférence, puisqu'après ça, j'allais faire une démonstration, comme c'était ça un petit peu qui était prévu. Donc, s'il y a des gens qui ont des questions, ça serait peut-être le moment de pouvoir les poser. Donc, c'est des questions. Sinon, s'il y a quelqu'un qui veut que je fasse une démonstration, simplement me dire oui, et je vais faire la démonstration avec la personne en question. Alors, quand vous êtes prêt, vous y allez, soit avec une question, ou soit avec la personne qui veut justement que je fasse une petite expérimentation sur elle. Sinon, ben, je vais simplement, c'est comme vous voulez, j'attends donc un petit peu de voir. S'il n'y a personne, je vais simplement donc poursuivre avec la présentation de la formation, des formations, en fin de compte, puisque vous savez que cette conférence, cette 3e conférence-là va clore les préinscriptions pour les formations personnelles et professionnelles de la pleine conscience intuitive. Ça veut dire quoi? Ça veut donc dire que l'enseignement va commencer le 1er décembre officiellement des formations, sauf que d'ici le 1er décembre, il y a donc une introduction en ligne ou une introduction en présentiel qui va être proposée durant les prochains mois, et les gens qui ont le désir de s'inscrire à ces enseignements-là peuvent le faire dès maintenant, surtout pour l'enseignement par Internet, bien évidemment. En présentiel, bien évidemment, selon les moments où je serai présent dans l'une ville ou l'une autre, bien évidemment, les gens pourront suivre l'introduction en présentiel à ce moment-là. Sinon, bien évidemment, ça sera en ligne, et après ça, bien évidemment, le 1er décembre, on commence les formations, c'est-à-dire qu'on part après l'introduction en ligne et on commence de nouveaux enseignements à ce moment-là. C'est pour ça que je dis que c'est d'ici le 1er décembre. Le 1er décembre, on commence les enseignements, c'est-à-dire qu'on aura fait donc l'introduction en ligne qui se compose de 3 modules d'enseignement. Donc voilà, c'est pour cette raison-là. Évidemment, vous savez que le 15 septembre, moi, je pars en tournée en Europe. Donc, c'est une des raisons aussi pourquoi je ne pourrais pas justement être aussi actif et être aussi présent pour les gens du Québec, puisque je serai donc parti pendant une certaine période de temps. Ce qui ne veut pas dire pour autant que je vais être pas présent du tout. Au contraire, je serai présent pour faire des activités régulièrement, une fois par mois, sans doute une petite conférence que je présenterai pour les gens du Québec. Donc voilà. Alors c'était un peu ce que j'avais à vous dire. Donc peut-être que je peux vous faire une petite présentation sommaire des propositions qui ont lieu donc jusqu'au 31 août cette fois-ci 2017 à minuit. Alors les propositions sont finalement des propositions qui
sont les grandes promotions, je dirais, des formations. Après le 31 août, bien évidemment, vous pourrez vous inscrire de la même façon, sauf que vous allez devoir passer par les pages d'inscription de vente de formation qui sont sur le site thérapieintuitive.com ou développementconscience.com et dans lesquels les prix seront un peu plus élevés que ce qui est présent là, puisque ce sont des réelles promotions que je vous propose. Première promotion, j'ai des petites choses que j'ai ajoutées par rapport aux 2 dernières fois. J'ai pensé que pour les gens qui sont intéressés à des enseignements ou à des consultations avec moi, j'offre un forfait de 5 consultations depuis un certain nombre de temps et c'est 375 € pour la valeur de ces 5 consultations-là. Ça revient donc à 375, excusez-moi, parce que là, je pense en euros, mais c'est vrai qu'ici, on est au Québec présentement. Donc, c'est une valeur, en fin de compte, de 500 $, ces 5 consultations-là. Et j'ai pensé à quelque part vous proposer ces 5 consultations-là pour 375 $. Donc, c'est quelque chose qui peut être intéressant et ça inclut les taxes quand je vous dis ça. Donc, c'est quand même intéressant parce que quand je vous dis 500 $, c'est incluant les taxes aussi. Et là, vous avez 375 $ pour les 5 consultations. Donc, je pense que c'est un prix assez intéressant. Donc, c'est des consultations d'1 heure et qui sont faites par Skype ou par téléphone ou par d'autres moyens, mais à distance. Alors ça, c'est la condition, puisque les consultations en présentiel sont un petit peu plus chères que ça. Mais la promotion par Internet, c'est celle-là. Et si d'ici le 31 août, vous choisissez de vous inscrire à ces 5 consultations-là, ben vous allez donc bénéficier de 5 consultations avec moi au rythme que vous le souhaiterez et dans lequel il y a un accompagnement thérapeutique qui est fait, véritable, et un enseignement qui peut être également proposé à l'intérieur de cet enseignement-là. Donc, les gens sont très contents de ce genre de concept-là en général. Vous avez également la possibilité de vous inscrire à l'introduction en ligne, comme toujours, qui a une valeur de 150 € et c'est 99 $ que je vous propose pour l'introduction en ligne, incluant les taxes toujours, donc c'est quand même assez intéressant pour cette introduction en ligne de 3 modules d'enseignement, 3 webinaires également qui sont proposés pour cet enseignement-là. Il y a également des pratiques supervisées aussi, qui est intéressant aussi entre vous, puisque dans l'introduction en ligne, vous avez une application sur soi, une application sur l'autre également. C'est une introduction qui vous donne vraiment un survol des grandes applications de la pratique également. Vous avez la possibilité également de suivre donc l'introduction, les 2 premiers modules de l'introduction, et choisir de suivre l'enseignement sur les chakras, qui a un volet sur l'aspect énergétique, puis un volet sur l'aspect psycho-émotionnel, ou encore de suivre les volets sur la spiritualité, donc soit sur l'alignement supérieur et la déformation par les guides. À ce moment-là, vous avez donc encore là un prix assez intéressant de 150 $ pour la valeur de 4 modules avec 4 webinaires de la même façon. Ça vaut 225 $. Là, on vous le fait à 150 $ pour l'occasion d'ici le 31 août à minuit. Et vous avez la possibilité également de suivre un enseignement, consultation combinée avec des enseignements en ligne, qui a une valeur de 350 $ qu'on vous fait à 225 $. Donc, vous voyez qu'il y a quand même des choses qui sont intéressantes. Encore là, pour ceux qui auraient envie d'expérimenter des consultations avec moi, c'est un peu les possibilités, les propositions que je peux vous faire à ce stade-ci. Je reviens donc avec la formation personnelle. Alors, c'est toujours les mêmes conditions. C'est au lieu de 995 $, vous pouvez payer la formation personnelle en une fois à 750 $ et vous avez 5 mini-consultations supplémentaires en plus de ça et les taxes sont incluses. Donc, c'est 750 $, point à la ligne. Vous n'avez pas de taxes à calculer là-dessus. Donc, c'est quand même encore là une belle promotion, une belle proposition que je vous fais là. Vous avez la formation personnelle que vous pouvez aussi payer en 12 versements. Et à ce moment-là, la proposition, c'est 995 $ répartis sur 12 paiements. Et il n'y a pas de taxe toujours. Donc, encore là, vous avez quelque chose même d'assez intéressant. Et ça vous revient à 83 $ par mois. C'est pas tellement 83 $ par mois pour suivre une formation qui a donc 15 modules, 16 webinaires. Vous avez 10 mini-consultations. Donc, vous avez vraiment un encadrement thérapeutique assez serré qui se fait dans cette formation-là. Et vous avez donc l'opportunité de le suivre en 12 paiements, ce qui peut donc vraiment faciliter les tâches. Et il n'y a pas donc de frais associés au fait que vous preniez les 12 paiements. Donc, c'est quand même assez intéressant aussi. La formation professionnelle. Alors, vous avez l'opportunité de faire la formation professionnelle pour les 5 spécialisations qui incluent des stages, qui incluent 5 stages, qui incluent 10 modules d'enseignement, qui incluent 10 webinaires au moins, qui incluent des mini-consultations que j'ajoute, 5 mini-consultations
par spécialisation. Et vous avez l'introduction en ligne qui est gratuitement offerte aussi dans cette proposition-là. Et c'est 3 000 $ sans taxe, d'un coup sec, un paiement unique, et vous êtes inscrit pour la formation complète, vous suivez la formation dans son aspect complet à ce prix-là qui est quand même intéressant. Mais vous pouvez aussi le faire en 24 paiements. Donc, c'est 3 500 $ divisé par 24, donc ça vous revient à 55 $ par mois, taxes incluses encore une fois. Donc, c'est encore là quand même très intéressant pour suivre une formation très complète, les 5 spécialisations qui incluent la formation personnelle et qui incluent 5 stages de 5 jours. Donc, c'est 25 jours d'enseignement, en plus des enseignements vidéo que vous avez, qui sont de nombreuses heures également, que vous pouvez visionner également aussi. Donc, c'était un petit peu ça. Puis, il y a peut-être une dernière promotion qui est là, que je vous propose. Pour ceux qui sont intéressés simplement à avoir le goût d'expérimenter la formation professionnelle et qui ont envie donc de la découvrir, ce que je fais, c'est que je peux vous inviter à suivre la première spécialisation. Et cette spécialisation, je vous la fais donc à 600 €. Et ça inclut tout, c'est-à-dire je vous inclus l'introduction en ligne, je vous inclus une mini-consultation, je vous donne donc l'ensemble de tout ce qu'il faut avec la supervision, etc., le stage de 5 jours également. Donc, vous avez quelque chose de très, très complet comme enseignement et je vous le fais à 600 $, taxes incluses également. Donc, c'est quelque chose d'assez intéressant. La valeur de ça, c'est à peu près de 900 $ et avec les taxes, ça monte à 1000 $ et plus. Mais là, on inclut tout ça dans un seul paiement, donc de 600 $. Et évidemment, pour ceux qui seraient intéressés à le faire sous une modalité de paiement, ce 600 $-là, je serai disponible aussi pour pouvoir en discuter avec vous pour définir le nombre de paiements qui pourrait donc être proposé pour pouvoir compléter cette spécialisation-là. Donc, voilà. Alors, c'était toutes les propositions que j'avais à vous faire concernant donc la formation professionnelle, la formation personnelle et les consultations, puisque vous avez vu qu'il y avait des propositions pour les consultations également. Est-ce qu'il y a des questions avant de terminer sur l'ensemble de ce qui a été dit ou sur d'autres sujets que vous aimeriez aborder avec moi? OK. Donc, j'espère que vous avez apprécié la conférence. Donc, elle sera disponible probablement donc demain sur le site YouTube au canal Pleine Conscience Intuitive. Donc, vous pourrez justement donc la revisionner et prendre le temps évidemment d'écouter donc les propositions qui ont été faites. Sachez donc que vous avez jusqu'au 31 août à minuit pour pouvoir vous inscrire à l'une ou l'autre des enseignements qui sont proposés. Donc voilà, alors je vous souhaite une très très belle fin de soirée et je vous dis donc à très bientôt. N'hésitez pas si vous avez des questions à communiquer avec moi par mail. Merci, au revoir.